Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives du milieu des affaires pour accueillir la diversité et l'inclusion. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère au milieu des affaires. Canalem, vous le savez, c'est la voix de l'inclusion. Si vous êtes à l'écoute de nos émissions, vous savez que nous tendons l'oreille aux femmes avec l'émission Vivement les femmes, l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour la communauté LGBTQ2S+, Coué Bonjour les Premières Nations, Afrique-Caraïbes, le balado des 10%, Sans détour, Folie douce. Donc, ce sont plusieurs émissions qui touchent des communautés particulières, parfois des handicaps, parfois des situations de vie, toujours dans l'objectif de favoriser l'inclusion. Et évidemment, qui dit inclusion, dit milieu dans lesquels les accueillir. C'est donc un plaisir à Inclusion Inc. de recevoir des personnes dont c'est le mandat de dessiner des politiques, des programmes pour favoriser l'égalité des chances, pour faire en sorte que ces différentes communautés se sentent davantage accueillies, mais aussi pour que, en fait, on ait un mieux vivre ensemble encore plus agréable. Alors, pour ce deuxième épisode d'Inclusion Inc., nous recevons la directrice acquisition des talents, diversité, inclusion chez Énergir, Catherine Lippé. Bonjour Catherine. Bonjour Chantal. Alors, comment est venue cette idée là, de créer un poste dédié à l'EDI chez Énergir? En fait, c'est venu tout naturellement. L'acquisition des talents, c'est une porte d'entrée chez nous pour la diversité. Donc, c'est venu tranquillement au niveau de mon rôle. Je suis en charge du recrutement, des stratégies d'acquisition de talents, mais je suis aussi en charge de déployer le plan qu'on s'est donné au niveau de l'équité, la diversité et l'inclusion. Par contre, ce chapeau-là, je le partage parce que pour nous, c'est un travail d'équipe. Il y a plusieurs partenaires qui collaborent à ce dossier-là à tous les niveaux de l'organisation. Donc, c'est comme ça que nous, on a décidé de le structurer on l'introduit tranquillement avec notre désir d'abord d'avoir un petit peu plus de femmes dans un milieu qui est peut-être moins traditionnel. Ça a été notre introduction. Un déclencheur à cette préoccupation-là. Ça a été notre déclencheur à ce sujet-là. Puis tranquillement, on a réalisé que la diversité, ça allait bien au-delà de ça et on vit dans une société qui évolue. Donc, tranquillement, on a travaillé sur l'ensemble des diversités. Et au début, fin 2019, début 2020, on a décidé de se structurer un petit peu plus. Donc, on s'est adjoint les services d'un consultant. On a travaillé avec lui pour regarder nos pratiques. On a fait des focus groups pour écouter nos employés et on s'est bâti une feuille de route sur 3 ans au niveau de l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, ça a vraiment été notre point de démarrage, comment on a évolué dans les dernières années dans cette démarche-là. Qu'est-ce que vous disaient les employés? Qu'est-ce que nous disaient les employés? Parce qu'il y a ceux qui sont issus de ces différentes communautés culturelles-là, mais il y a ceux qui ne le sont pas nécessairement. Comment ça pouvait créer des défis pour eux, des défis d'intégration? Bien, je vous dirais que d'entrée de jeu, on est quand même une culture qui est très collaborative. On a une pratique en développement durable qui est mature. Fait qu'il y avait déjà ouvert le passage en termes de valeurs organisationnelles. Donc, de façon générale, ça a été très bien reçu. Je pense qu'il y a eu de l'appétit pour le sujet. Puis, on le voit parce que comme on est une équipe de facilitatrices, je vais le dire au féminin parce que ça donne que c'est des filles. Fait qu'on est une équipe de facilitatrices au niveau du déploiement de la feuille de route. Mais nos équipes prennent bien le relais. Fait qu'on voit quand même émerger de façon spontanée dans nos équipes des initiatives en équité, diversité et inclusion. Fait que de façon générale, je pense que c'est bien accueilli. Par contre, comme l'ensemble de notre société, des fois, on est face au défi que les gens n'ont pas le même rapport au sujet, ils n'ont pas le même confort avec le sujet.
Puis ça, pour nous, c'est notre principal défi de dire comment on peut évoluer ensemble comme organisation, puis que tout le monde se sente inclus dans le bateau, puis que tout le monde sente qui est sa place. Puis c'est pas parce qu'on ajoute une chaise à la table qu'on enlève une chaise à quelqu'un. Donc, est-ce qu'il y a des risques, pas des risques, mais des impressions de ce genre-là chez certaines personnes? Ça peut arriver, c'est pas la majorité, mais on se met pas la tête dans le sable que ça fait partie de la réalité de travailler en équité, diversité, d'inclusion, d'avoir à travailler avec différentes personnes qui ont différents vécus, puis pour eux, pour que ça fasse du sens, c'est peut-être pas le même chemin. Fait qu'on s'adapte à nos gens. On adapte nos approches aussi en fonction de la diversité qu'on a à l'interne. Oui. Puis j'imagine, justement, le fait de chapeauter l'acquisition des talents, ça vous permet peut-être de repérer déjà des candidats qui ont une ouverture d'esprit peut-être plus grande, puis sont déjà dans ce filon de maturité, de flexibilité d'esprit, de bienveillance, d'écoute aussi, parce qu'à ce moment-là, c'est plus aussi facile d'évoluer dans un milieu que ce type de volonté. Je pense que chez nous, les gens ont le cœur à la bonne place, mais des fois, c'est les mots qu'on utilise qui ne parlent pas de la même façon à tout le monde. Fait que je pense que c'est là où on travaille. Au niveau de l'acquisition de talent, pour nous, c'est un levier qui est intéressant parce que c'est la porte d'entrée dans l'organisation. Dans le contexte où on a une entreprise qui a un très bon taux de rétention et qu'on s'est donné comme objectif d'être représentatif des communautés qu'on dessert, il faut utiliser ce levier-là si à terme, on veut atteindre les objectifs. Donc, avec mon équipe, on a beaucoup réfléchi, on a regardé nos pratiques d'affaires. On n'est pas parti de zéro. On travaille en langage Epicène depuis 2010. Fait qu'il y a déjà des choses qu'on avait travaillées. On a pris le temps de revoir nos outils. On a pris le temps de revoir le défi en acquisition des talents quand on parle d'équité, diversité et inclusion, c'est de dire, il n'y a pas de pipeline pour ces types de postes-là. Fait qu'on les a travaillés, nos pipelines, pour dire, on est capable de rentrer de la diversité. Puis on regarde nos chiffres, puis tu vois, les chiffres de cette année, on en est très fiers, mais diversité incluant la diversité de genre qui est les femmes, on a 45 % de nos nouvelles embauches qui s'identifient comme étant issues de la diversité. Puis si on exclut la notion de genre, on est à 32 %. Donc, on voit qu'on fait des progrès, puis on suit nos façons de faire. Mais si ces chiffres-là sont là, c'est parce qu'on a une belle ouverture aussi de la part de notre milieu, de nos gestionnaires puis de nos équipes. On parle justement d'identité de genre. Donc, est-ce que ces réflexions-là qui vous ont amené à adapter le langage Épicène, peut-être l'expliquer un peu pour des auditeurs qui seraient moins familiers? Tout à fait. En fait, c'est un langage neutre pour permettre à tout le monde de pouvoir s'identifier quand il lise une description de poste. Donc, plutôt que d'utiliser uniquement le masculin, en utilisant un langage neutre, chacun des individus peut se sentir interpellé par l'affichage de poste. Puis, on a même ajouté à la fin de nos affichages qu'on travaille avec les compétences transférables parce qu'on sait que les gens qui sont issus des minorités visibles ou les femmes ont tendance à être plus exigeants envers eux face à la correspondance avec les compétences d'une description de poste. Donc, on mentionne qu'on considère les compétences transférables quand on travaille en recrutement. C'est intéressant. C'est peut-être une manière de déjouer un éventuel syndrome de l'imposteur, de dire que je ne corresponds pas à la description. Mais là, on est amené à réfléchir un peu plus, à dire « Ah, bien oui, c'est vrai, j'ai des expériences qui pourraient être considérées. » Tout à fait. On réfléchit à dire comment on peut interpeller les gens puis que ça parle à tout le monde dans leur réalité. On essaie de travailler dans cette façon-là. Puis c'est un travail en continu. On se remet en question à chaque année sur nos façons de faire, sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ça a été quoi les plus grands défis, peut-être, dans l'orchestration de tous ces programmes-là? Avant d'avoir une feuille de route structurée, c'est très large, l'équité, la diversité et l'inclusion. Puis comment on fait pour déterminer jusqu'où on va aussi? Fait qu'il y a eu vraiment un travail de réflexion pour dire, c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre comme organisation, puis comment on veut le travailler dans l'organisation pour que ça fasse du sens pour nous, puis qu'on soit authentique dans notre démarche. Puis ça, c'était vraiment important. On a besoin de sentir la démarche, puis que ça fasse du sens avec nos valeurs. Donc, l'exercice avec un consultant nous a permis de vraiment s'arrêter là-dessus, puis de clarifier quel type de milieu de travail on souhaite, puis qu'est-ce qu'on veut atteindre comme organisation, puis comment on va l'atteindre. Donc, notre feuille de route est sur 5 axes.
et elle va interpeller plusieurs partenaires de l'organisation. On parle de quoi comme 5 axes? 5 axes, bien rapidement, je peux te les nommer. En fait, on parle de s'assurer que l'engagement d'énergie envers la DEI est reconnu autant à l'interne qu'à l'externe. Mm-hmm. Donc, de là, la clarté de notre vision puis des objectifs qu'on veut atteindre. Puis ça, c'est un travail aussi qui va être beaucoup repris par notre haute direction. Donc, c'est nos partenaires là-dedans. Mais c'est aussi nos équipes de relations publiques, de communication interne, etc. Promouvoir le leadership inclusif dans l'action à travers l'organisation et à tous les niveaux. Ça, c'est un axe sur lequel on va travailler beaucoup, beaucoup cette année. L'EDI, chez nous, ça passe beaucoup par la formation. L'année passée, on a offert une formation sur les biens conscients à l'ensemble de nos employés. Cette année, on va travailler au niveau du leadership inclusif pour l'ensemble de nos gestionnaires. Quand on veut faire bouger une culture, ils ont un impact qui est important. C'est là quand on parle de sens, et je rajouterais la cohérence, parce qu'on peut élaborer des politiques, mais si elles ne sont pas vécues au quotidien avec notre équipe, avec notre gestionnaire, avec qui on travaille tous les jours, bien, ça demeure des beaux mots dans un rapport annuel. Tout à fait. Donc, pour nous, on va outiller nos gestionnaires, on va leur donner de la clarté. Qu'est-ce qu'on entend chez nous comme un leadership inclusif? C'est quoi le comportement qui va avec? Exactement. Puis qu'est-ce qu'on s'attend de vous? Donc, il y a une formation qui est en ligne qui va s'offrir, mais il va aussi avoir des formations de co-développement avec quelqu'un pour les accompagner. Donc, entre eux, ils vont pouvoir travailler ensemble à trouver des solutions. On l'a expérimenté il y a 2 semaines avec nos directeurs exécutifs. Ça a été une belle expérience de voir comment, ensemble, on peut aller plus loin au niveau de notre réflexion puis des solutions qu'on peut mettre en place. Bien, déjà, je trouve qu'il y a une cohérence dans le côté inclusif. Le fait de faire du co-développement, c'est d'être inclusif on trouve des solutions ensemble et non pas, justement, c'est le consultant qui nous donne les solutions. Déjà, ça nous inclut nous-mêmes dans la démarche. On se sent davantage interpellé. Oui, tout à fait. Puis, le fait qu'on se soit fait une feuille de route, bien, ça permet à tout le monde d'avoir une certaine adhésion parce qu'on n'a pas pris copier-coller ce qui se fait à l'externe. On l'a vraiment défini pour nous. Puis ça, c'est vraiment facilitant pour moi, la première, mais pour tous les intervenants dans l'organisation. Un autre axe sur lequel on travaille, c'est faire de l'inclusion une expérience quotidienne au sein de l'environnement de travail. Donc, on a des événements pour nos employés. Il y a un calendrier EDI à l'interne, mais on ajoute à ça aussi des conférences. Donc, ça, c'est des actions qu'on peut faire. On a une page intranet où on communique aussi régulièrement avec les employés. On les invite, entre autres, dans l'organisation de notre calendrier DEI, on invite les employés à participer avec nous. Puis, de manière générale, ce sont de très, très belles expériences. L'an passé, au mois de l'Histoire des Noirs, on a un groupe d'employés qui s'est réuni pour faire un potluck pour nous partager leur repas traditionnel. Ils nous ont reçus avec leurs habits traditionnels. Puis en contrepartie, nous, on a fait venir un traiteur de l'externe pour aussi nous amener ses couleurs à lui. Fait que tout le monde a participé à son niveau. Puis ça a vraiment été un bel événement. Puis un beau moment de partage. Post-pandémie, c'est comme une activité qui a fait du bien pour tout le monde. Oui. D'autres exemples de ce calendrier EDI? Bien, cette année, on prépare une série de conférences, mais dernièrement, ça, c'est une très belle initiative qui ne vient pas des gens qui travaillent en EDI, mais qui vient vraiment des équipes. On avait une journée santé-sécurité et il y a 2 directions qui ont décidé d'inviter Rita Baga pour parler de la communauté LGBTQ. Et c'est nos gens qui sont terrain, qui travaillent dans le garage. Comment ils ont reçu ça? Super bien. Super bien. Je rends à Rita Baga ce qui appartient à Rita Baga. Elle a été excellente dans sa façon de passer son message. Je pense que ça a sensibilisé les gens aussi à l'impact de diversité, santé mentale. Puis comment chacun peut avoir sa place là-dedans. Oui. Parce que j'imagine dans un milieu très, très terrain, plus, justement, on fait des efforts pour inclure les femmes, mais tu sais, plus masculin, parfois, on peut avoir des... C'est une initiative qui vient des équipes. Donc, ça parle de l'ouverture des gens chez nous. Ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Quand c'est une initiative qui vient des employés,
qui vient des équipes, qui vient des gestionnaires, c'est les plus belles initiatives. On va faire une courte pause, Catherine, et on poursuit la discussion dans quelques instants. Ici Chantal Doré, de retour pour ce deuxième épisode d'Inclusion Inc. Et nous sommes en compagnie de Catherine Lippé, directrice acquisition des talents, diversité et inclusion chez Énergir. On parlait, Catherine, des différents axes que Énergir s'était donné. Puis là, les deuxièmes, là, on est plus dans se donner des instruments de mesure et s'assurer là, que ça tienne la route. Oui, bien tout à fait. En fait, on revoit nos programmes puis nos pratiques de gestion au travail, mais on se donne aussi des mesures pour voir les avancements qu'on fait. Fait que ça, c'est vraiment nos 2 derniers axes qu'on suit ponctuellement. Donc, on se donne des grands jalons à réaliser dans l'année sur chacun de nos 5 axes. Puis le 5e, c'est vraiment de suivre cette réalisation-là, mais suivre aussi le portrait de notre main-d'œuvre pour voir, bien, est-ce que les actions qu'on pose portent? Est-ce que le portrait de notre organisation évolue? On fait des sondages aussi. On mesure la mobilisation de nos gens. Puis, est-ce qu'il y a une différence chez nos gens? Depuis ces programmes. Parce qu'on pourrait dire qu'on peut atteindre des objectifs quantitatifs. On a embauché tant de femmes dans des métiers non traditionnels, tant de personnes issues de telle communauté culturelle. Mais est-ce que ça fait en sorte que le milieu est plus inclusif? Ça, s'il n'y a pas un aspect peut-être plus qualitatif dans ça? Bien, ça, on va le mesurer à travers des sondages qu'on fait ponctuellement dans l'année. On sonde l'ensemble de nos employés. Oui. Pour nous, c'est important de savoir comment ils vont, est-ce qu'ils sont mobilisés, qu'est-ce qui fait une différence pour eux. Fait que ça, c'est une pratique qui est déjà présente chez nous. Mais maintenant, on a mis certaines données pour les identifier. Leur ancienneté, dans quel secteur ils sont, leur groupe d'âge, est-ce qu'ils se qualifient comme étant issus de la diversité. Fait que ça nous permet aussi d'aller chercher une information plus précise sur nos gens. Est-ce que tous nos gens ont la même expérience employée chez nous? Puis sinon, bien, quelles sont les différences pour qu'on puisse, après ça, arrimer des actions dans le sens des commentaires des gens qui travaillent avec nous? On a dit un mot qui est essentiel, hein, de s'arrimer. Parce que souvent, des fois, on peut lire ce type d'initiative-là et se demander jusqu'à quel point c'est connecté dans l'organisation, jusqu'à quel point c'est vécu. Parce que ça paraît bien dans un rapport annuel, ça intéresse des investisseurs, des partenaires, mais comment on s'assure que ça soit connecté avec la réalité? Bien, en fait, on implique beaucoup de monde dans le dossier. On a mis en place une gouvernance avec un comité exécutif. C'est suivi par notre comité de gestion, c'est suivi par notre CA. On a un groupe de partenaires internes qui collaborent avec nous, puis on a un groupe d'employés. Rajoute à ça toutes nos mesures de sondage. On va vraiment voir si les initiatives qu'on fait parlent aux gens. On s'est vraiment donné ça comme façon de travailler. Puis, ben, on implique les différentes personnes, parce que tout ce que je t'ai nommé tantôt comme axe, c'est pas quelqu'un qui travaille en équité, diversité et inclusion qui va réaliser tout ça. Je pense qu'il y a une notion de travail d'équipe qui est importante. Puis pour nous, l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est pas un sujet ressources humaines. C'est un sujet d'affaires. Puis on veut que tout le monde... Exactement. On veut que tout le monde se sente impliqué là-dedans. Donc, dans les réalisations de notre feuille de route, il y a des sujets qui ne sont pas portés par les gens qui s'occupent de l'équité, la diversité et l'inclusion. On ne peut pas être un spécialiste en gestion des talents, en acquisition des talents, en rémunération. On ne peut pas être un spécialiste en relations publiques, en communication interne. Fait que ces partenaires-là travaillent avec nous au quotidien. Et puis, je n'ai nommé que ceux-là, mais il y en a beaucoup d'autres. On parlait pendant la pause, entre autres, pour les Premières Nations. C'est une équipe différente qui s'occupe des relations. Tout à fait. En fait, c'est les affaires gouvernementales qui sont porteurs de ce sujet-là. Et tout ce qui est engagement communautaire, c'est vraiment porté, entre autres, par notre équipe au niveau du développement durable, mais on travaille de pair. Tantôt, on parlait de l'acquisition des talents. Que c'était la porte d'entrée, mais ce qu'on veut aussi, c'est d'avoir une société
plus équitable. Donc, on travaille chez nous en acquisition des talents. L'équipe de développement durable travaille beaucoup en persévérance scolaire. Et engage des montants pour aider ce niveau-là. Donc, on travaille aussi au niveau d'avoir une société plus juste puis de donner une chance égale aux individus de grandir dans notre société. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, puis tout le monde en prend un petit bout de par ses fonctions. J'entends une vision 360 dans tout ça, puis je ressens la démarche qu'il y a derrière. Je vous ai parlé, entre autres, des Premières Nations. On a une émission ici à Canal M qui s'appelle « Coué Bonjour », où on explore un petit peu la réalité des Premières Nations, les défis et autres. Est-ce que vous êtes davantage interpellé parce que, j'imagine, dans le développement de l'industrie, du secteur gazier, il y a des notions aussi territoriales là-dedans, des lois. Je sais que c'est votre équipe d'affaires gouvernementales qui est plus... Équipe d'affaires gouvernementales qui pourrait bien répondre à la question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est au niveau de notre approche en EDI, la première chose qu'on fait, c'est de s'éduquer, c'est de se former. Oui. On l'a fait en se formant sur les biens conscients, on l'a fait en se formant sur le leadership inclusif, puis je sais que nos équipes au niveau des relations publiques sont en train de travailler une formation au niveau des relations avec les Premières Nations pour bien faire les choses. Oui. Culturellement, on a une approche collaborative, autant à l'interne qu'avec nos partenaires à l'externe. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'approche qu'on a quand on travaille en général avec des partenaires. Du côté des personnes qui ont des limitations physiques, handicap et autres, est-ce que comment vous le voyez du côté de l'adaptation nécessaire? Est-ce qu'il y a des programmes au niveau de l'acquisition de talent qui en tient compte aussi? On n'a pas de programme au niveau de l'acquisition de talent. De toute façon, au Québec, c'est une loi de faire des accommodements raisonnables pour nos employés. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos employés qui vivent des défis chez nous. Actuellement, on n'a pas des programmes spécifiques. On prend ça vraiment dans un sens large. Oui. Puis, on le fait. Quand on fait quelque chose, notre objectif, c'est de bien le faire. On ne veut pas cocher une case. Oui. Donc, on aime mieux aller plus tranquillement, puis s'assurer d'avoir un contexte pour bien intégrer les personnes pour que ce soit gagnant-gagnant. Quand quelqu'un se joint à l'équipe d'énergie, on veut qu'il soit bien accueilli, bien reçu, puis qu'on puisse bien répondre à ses défis. Donc, c'est un petit peu notre façon de faire. Puis j'imagine que les sondages que vous faites aussi viennent un peu alimenter, comme on le disait, les prochaines stratégies. Qu'est-ce que les employés ont suggéré comme prochaine étape ou comme prochain type d'initiative qui estimait important, sur lequel l'organisation devrait s'attarder? On travaille sur différentes conférences cette année. Donc, on va aborder des nouveaux sujets. On va aborder la neurodiversité. On va aborder la santé psychologique et la diversité. Donc, ça, c'est deux sujets que je peux vous confirmer d'entrée de jeu, mais il va en avoir toute une série. On va avoir aussi un employé qui veut nous partager son histoire d'immigration. Donc, c'est quelqu'un qui m'a approché avec ce désir-là, puis on le sait que nos employés apprécient les témoignages. C'est quelque chose qui les touche, qui les fait cheminer. On parlait des biais, justement, inconscients, puis on a eu cette même discussion-là dans notre épisode numéro 1 avec Hélène Rainville de chez Métro. Donc, cette notion-là de biais inconscient, pouvez-vous un petit peu élaborer là, comment ça peut venir nous challenger sans même le savoir? Bien, en fait, c'est des petits pièges de notre cerveau qui nous amènent vers les chemins les plus souvent fréquentés. Donc, on a plein de biais, puis c'est des biais qui sont différents selon les positions qu'on occupe dans l'organisation. Souvent, on va travailler avec des biais de proximité. Donc, les gens qui sont près de nous, c'est toujours ceux à qui on pense quand on a un défi particulier à donner, un projet particulier à donner. Donc, avec nos équipes, on essaie de réfléchir, comment on peut contourner ça dans la façon d'attribuer les projets ou de réfléchir à nos équipes projets. Tout le volet gestion des talents, quand on fait nos revues de talents, il faut penser à nos biais. Avant de faire cet exercice-là comme gestionnaire, il faut prendre 5 minutes de réflexion pour penser à nos biais. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont tous les qualificatifs requis, mais soit qu'on n'a pas cette proximité-là avec eux, ou au contraire, sont issus de communautés qu'on connaît moins, puis ça peut faire en sorte comme il y a une distance à franchir dans notre cerveau pour
se rapprocher? Bien, ça, c'est vraiment un défi individuel. C'est comment les gens chez nous peuvent apprendre à connaître leur posture par rapport à leur propre biais inconscient. Puis on l'établit, tantôt, je parlais dans nos axes, on revoit certains de nos processus. Je parlais de la revue de talent. Bien, dans notre outil de revue de talent, on parle des biais inconscients pour que les gestionnaires, quand ils font l'exercice, alimentent beaucoup leur évaluation sur des faits. C'est des discussions qu'on a en groupe, donc on se permet de se challenger. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, puis on a rehaussé la qualité de nos revues de talent. Ça nous a amené à avoir de la perspective. Ça a des fois amené des deuxièmes réflexions. Donc, justement, on prend le temps de réfléchir ensemble pour bien faire les choses. Puis peut-être détourner ces biais-là qui sont quand même normaux. Tout le monde en a, des biais. Puis... Déjà, de le savoir, de le reconnaître, on peut agir. Bien, le savoir, le reconnaître, on peut agir. Exactement. Donc, on l'a mis en place dans plein de processus. On se permet d'avoir les discussions. Quand on a eu la formation sur les biens conscients, ça a été suivi de discussions en équipe sur la formation. Donc, on gardait le safe space pour nos employés. Il y avait la discussion avec leur équipe naturelle. Mais on avance en EDI quand on se donne de la place pour échanger, pour discuter, pour se permettre de dire, bien, moi, je me sens comme ça. Est-ce que c'est normal? Des fois, j'ai l'impression... On entend souvent, je me sens pas correct quand on parle de DI, j'ai l'impression de toujours faire des erreurs. Bien, de marcher sur des... marcher sur des œufs, de faire des erreurs. On a des équipes qui sont de bonne volonté, mais des fois, sont tellement figées. Bien, on l'a vu sur les notions de genre aussi, et ça a un peu explosé dans les médias, cette notion-là de genre où on ne sait plus trop comment se situer par rapport à ça. Exactement. Donc, on se permet d'échanger entre nous dans nos équipes naturelles avec la notion de safe space, qui est super importante. Qu'est-ce qu'on entend par safe space en terminant? Parce qu'on en parle beaucoup, mais... Oui, bien, c'est un environnement où on peut se permettre d'échanger en ayant confiance qu'on ne sera pas jugé, en ayant confiance que les gens qui sont là vont recevoir l'information, qu'ils ne vont pas la partager à tout le monde, mais où on va pouvoir échanger de façon transparente. Bien, je pense que ça repose beaucoup sur une culture qui est cohérente et on pourrait encore explorer le sujet. Il y a plein de notions à creuser dans tout ça. Ceci dit, c'était un plaisir de te recevoir, Catherine. Donc, Catherine Lippé, directrice acquisition des talents, diversité, inclusion chez Énergir. Merci à Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et c'était Chantal Doré au micro de ce 2e épisode de Inclusion Inc. À très bientôt!